c'est horrible. C'est pas juste du petit nom. Parlant de taille, justement. 26 cm. The Voice, c'était une expérience inattendue. Radio. Ouais. Tu dois vendre. Et ce qui est horrible, c'est que toi, on juge ta personne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ni chaud ni froid. On s'est dit qu'on allait recevoir une personnalité belge qui a énormément de talent. Et non seulement en Belgique, mais partout dans le monde. C'est un DJ, producteur. Les Early Birds l'ont connu sous le nom de DJ L. Sur Skyblog. Ah oui, ça commence direct. Tu balances direct. Bienvenue Henri PFR. Salut. Salut Cody, ça va? Bien et toi? Ben, ça va très bien, je suis C'est très trop content plaisir de d'être t'avoir. ici. Et j'adore déjà le concept, j'adore la pièce, j'adore la vibe de l'endroit. Donc très content d'être ici. Avec L'endroit toi. ici, c'est Alice sur scène, un comedy club. Et donc voilà, tu seras Ben, bienvenu pour voir. J'adore la vibe. Et il y a le côté un peu cottage et tout. Exactement. J'aime bien, non. Et puis c'est vrai que c'est cool parce qu'on se croise, on se disait un peu en off, qu'on se croise toujours, toi et moi, sur des plateaux où t'es là et je suis là. Exactement. Et on se parle un peu toujours. Et on a toujours une chouette entente. Ouais, On n'a mais jamais se pris le connaît pas. temps de papoter ensemble et c'est cool. Donc C'est je suis très heureux que tu aies exactement- pensé à moi pour m'inviter et très heureux d'être ici du coup. C'est exactement la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que j'ai envie de te connaître mieux. Et ben Tu voilà. vois Eh ben, du coup, discutons, papotons. Discutons. Déjà, mais je sais pas, on peut un peu parler de ton histoire, c'est un peu classique, mais je veux dire, t'es bruxellois, t'es né à Bruxelles, t'as grandi à Bruxelles, comment ça s'est passé? Moi, quel âge, je suis 100% bruxellois du coup de base. Enfin, j'ai une mère anversoise et un père qui vient de la petite partie germanophone de Belgique. Ok. Et non, donc j'ai grandi à Bruxelles. J'ai découvert la musique du coup sous le nom de DJ L quand j'avais déjà tout jeune. J'ai fait le piano donc vraiment depuis mes 6 ans à l'académie, truc classique. Puis j'allais sur l'ordi de mon père sur GarageBand. Ok. Et là j'avais fait mes premières loops de musique et c'était assez catastrophique. Mais si on tape Henri DJ L, donc DJ de l'enfer, je sais qu'il y a encore un Skyblog, je pense. Où on peut retrouver des sons de l'époque. Et j'avais fait moi-même sur Photoshop, j'avais pris une image de Tectonic parce que j'étais ultra fan de Tectonic. C'était une sorte d'aigle en flamme et j'avais barré le mot Tectonic pour écrire DJL, genre effet tag. Enfin, c'est catastrophique, mais ça se trouve. C'est encore sur Internet. C'est énorme. Et c'est les tout premiers sons que j'ai fait, du coup, mes 10-12 ans. Puis après, tu grandis un peu, tu vas à tes premières soirées scout et là, je vois un DJ face à moi. Et on m'avait dit, c'est un DJ, il mixe au Fuse. Et pour moi, à ce moment-là, c'était tout jeune. C'est là, le Fuse, quoi. Waouh. Et donc, je vois, je sais pas, il y avait une sorte d'halo de lumière autour de ce DJ qui mixait à cette soirée. Et je me suis dit, un jour, je serai ce mec-là. Un jour, je veux être ce mec-là parce que je trouvais ça trop classe. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. C'est juste parce que je voulais être stylé. Et je pense que ce mec-là, il doit se dire, un jour, moi, je veux être Henri PFR. Je sais pas. Honnêtement, ça m'énerve parce que j'aimerais bien retrouver son nom. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je sais que c'était un DJ du Fuse. Je vais une fois retrouver son nom parce que j'aimerais bien lui envoyer un petit message en disant, mec, t'es pas au courant, mais c'est vraiment grâce à toi que j'ai construit ma vie parce que je t'avais vu jouer à cette soirée scout pour ados. Et je trouvais ça trop classe. Et donc, je sais qu'après cette soirée, je suis rentré et j'ai fait, OK, j'ai fait un stage de DJ. J'ai adoré. Et j'ai commencé à économiser pour m'acheter mes premières platines. Et donc, quand j'avais 14-15 ans, j'avais réussi, je faisais des cours de hockey, j'étais entraîneur. J'avais réussi à économiser assez pour m'acheter mes premières platines. Et c'est là-dedans que je suis vraiment, du coup, tombé dedans et tombé amoureux de cet instrument, parce que les platines, c'est un instrument. Donc, c'est le piano, ça part du piano. Tu as une famille qui était musicien. J'ai une famille quand même assez musicienne, c'est-à-dire que mon père joue au piano aussi. Ma mère, alors ma mère, c'est la seule qui n'est pas musicienne. Elle a fait un peu d'accordéon, mais c'est tout. Ça compte aussi, ça compte. Mais ma mère, non, elle est peintre, donc elle est aussi assez artistique. Mon père fait de la sculpture, ma sœur était chanteuse à l'opéra. Donc il y a quand même, on est tous un peu, imprégnés de musique et un peu d'art. Et c'est sûr que moi, par contre, l'électro, mon père est un grand fan des Stones, et donc son fils qui fait de l'électro, c'était un peu dur au début. Mais non, moi l'électro, j'ai toujours adoré ça. Grâce à, tiens, désolé, je suis très fort en monologue. Non, vas-y. Grâce à DJ Furax. Un DJ belge qui, avec son Big Orgus et Ping Pong, c'était les sons que j'écoutais en boucle avant. Et donc, à l'occasion, j'ai revu DJ Furax il n'y a pas longtemps en festival et j'ai eu l'occasion de lui dire, mec, tes morceaux, c'est énorme. C'est la base, quoi. Et tu sais, quand on tape sur Google Belgium DJ, ton nom, il arrive en 2e. Sérieux? Ah, j'ai jamais fait le test. Alors, c'est qui le premier? C'est là, il y a les images. Allez. Ah putain, ça c'est la classe par contre. Entre Lost, entre Charlotte de 8, Netsky, Kid Noise forcément, Amélie Net. Il n'y a pas beaucoup de meufs. C'est la classe. Il n'y a pas tant que ça de filles par contre, j'avoue.
Ce qui est un peu dommage. Ouais. Enfin, il y a quand même Charlotte DeWitt et Amélie Laine, c'est quand même 2 légendes aussi dans le mix. À fond. Mais c'est stylé d'être à côté de Félix et Charlotte. Et avec qui t'as bossé récemment ou bien depuis que tu fais ce écoute, ce ce qui est drôle justement quand je voyais là, mon nom à côté de Lost, c'est que Lost Frequencies et moi, on était ensemble en cours. Ah ouais. On avait commencé tous les deux l'ULB en économie. Ouais. Et on a reçu le même Solvay jour. tous les deux. Solvay tous les deux, ouais. Solvay Boys. Solvay Boys. Et on avait reçu le même jour, le même mail du même label. Donc c'était Armada Music qui avait contacté Félix et moi. Et c'était vraiment le même mail. Donc on pensait que c'était un peu une arnaque parce que c'était... Bonjour Henri, nous avons écouté ton morceau Tarida, nous l'aimons bien, nous aimerions le signer, est-ce que tu pourrais venir à nos bureaux? Bonjour Félix, nous avons écouté ton morceau, c'était Are You With Me, nous l'aimons bien, nous aimerions bien le signer, est-ce que tu peux venir à nos bureaux? Et on trouvait ça un peu louche, et au final on s'est un peu renseigné et il s'avère que c'était vrai. Et donc on a été ensemble à Amsterdam signer notre premier contrat de label, quoi. Et donc, ça c'était il y a combien de temps? C'était il y a combien de temps? C'était en première à l'UNIF, donc c'était il y a 6-7 ans, plus ou moins. C'est énorme. Un truc comme ça. Et c'est cool parce que, on a tous les deux un peu commencé notre carrière ensemble et on a arrêté, du coup, aussi, forcément, tous les deux, l'UNIF. Enfin, moi, j'ai arrêté avant lui. Lui, il a continué quelques mois après et il a arrêté aussi. Mais donc, c'est chouette parce que le milieu de la musique en Belgique, c'est un petit secteur. Et au final, on a un peu tous une bande de potes et on s'entraide. Et encore aujourd'hui, maintenant, Félix, c'est encore un super pote et on s'entraide. Et à l'inverse, avec, j'ai vu aussi dans la liste, il y avait Kidnos aussi, avec qui je m'entends très bien. Enfin, c'est chouette. Il y a vraiment, c'est un petit secteur qui est très chouette. C'est trop bien, trop bien. Je crois que c'est en termes de stream, Félix, c'est un des. Ah, mais Félix, c'est le plus gros. Je veux dire, le plus gros que dans le monde, hein, carrément. Félix. Dans le monde. Oui, c'est Félix, c'est énorme, c'est hallucinant en fait, le nombre de streams qu'il fait. Et c'est vrai que souvent, Lost Frequencies, maintenant je trouve qu'il commence vraiment à changer l'image et on commence vraiment à savoir que c'est Félix. Mais avant Lost Frequencies, on ne se rendait pas vraiment compte qui c'était, ce que c'était, parce que c'était un peu, c'est une marque tellement forte dans le monde qu'on ne sait pas que ce mec c'est un Bruxellois, qu'il est belge, que c'est un jeune gars de notre âge, et alors que c'est un des plus gros artistes du monde. C'est le plus gros artiste belge. Il a plus de streams que Stromae et Angèle réunis. Bien sûr. C'est fou de se dire ça. Mais bon, vu que c'est de l'électro, c'est plus international. Mais je sais pas d'ailleurs au niveau de l'humour, je sais pas si vous c'est aussi un peu une bande de potes ou bien parce que dans la musique on a vraiment ce truc aussi. Franchement, on se connaît bien dans l'humour. La Belgique c'est quand même très petit, donc forcément ça va vite les rencontres, etc. Moi par exemple ma génération c'est Alex Vizorek, un peu après Guillermo, etc. Donc on se connaît depuis le début. On a tous évolué ensemble et c'est tellement petit que forcément tu connais toujours quelqu'un. Vous vous connaissez aussi depuis avant mais le oui, succès de chacun. Mais bien sûr. Et donc c'est cool. Qu'est-ce qui fait, par exemple, pour toi la spécificité du son belge? Qu'est-ce qui fait que toi, les gens vont te voir partout dans le monde? C'est une très bonne question. Écoute, nous, en fait, on avait avant, parce que c'est belge, mais c'est franco-belge. C'est-à-dire qu'il y avait aussi toute une partie française. On avait un groupe Facebook. Et sur ce groupe Facebook, on était toute une bande aussi vraiment de jeunes gars qui faisaient de la musique. Et sauf que maintenant, avec du recul, c'était avec qui? Il y avait Kungs, Lost Frequencies, moi, Petit Biscuit, Offenbach, FDVM, et c'est tous des gars qui ont explosé dans ce style musical. Et on était tous ensemble sur ce petit groupe. Et en fait, on échangeait nos démos, on donnait l'avis sur la démo de l'autre, de l'un et de l'autre. Énorme. Et donc, je pense que nous, on s'est vraiment entraidés. C'est-à-dire que tu as Petit Biscuit, qui est un des premiers qui a vraiment commencé à exploser. Il nous a soutenus. Et alors après, tu as Félix qui a commencé à exploser, qui nous a soutenus. Puis Offenbach qui a explosé, qui nous soutient. Et donc, ils nous ont tous fait... C'est que des noms de gros vendeurs. C'est que des noms de gros vendeurs, en fait, qui maintenant... Et en fait, de base, on est vraiment juste une bande de gars passionnés de la musique. Et en fait, on parle de ça il y a maintenant 10 ans. On s'est tous lancés sur nos programmes respectifs. Et on voulait juste partager notre musique et avoir l'avis d'autres producteurs. Qu'est-ce qu'un autre producteur de mon âge qui fait mon style pense de ce que j'ai fait, et on s'entraidait en fait comme ça à l'époque. Et puis c'est cool parce que chacun a fait son chemin, chacun a cartonné dans son style. C'est dingue. Et qu'est-ce qui fait le son belge? Honnêtement, ça je saurais pas te répondre. C'est compliqué. Je pense que la Belgique, notre force, c'est le fait qu'on a une culture tellement différente, avec le côté flamand, le côté wallon, le côté bruxellois. On a en fait 3 pays au sein d'un seul même pays. On s'enferme pas. Et c'est ça qui fait notre force, je pense. C'est quoi ton style, par exemple? Si on devait moi, définir le style Henri PFR. C'est quoi? Quand tu crées, est-ce que tu penses à un truc Ouais, c'est chaud. Écoute, ça c'est une question. Mon style à moi, je pense que c'est quand même un truc
électro-pop, c'est-à-dire que j'adore la pop de manière générale. Je me suis bouffé le nouvel album de Taylor Swift. J'adore la pop, j'adore vraiment ce style et j'adore l'électro aussi. Il y a justement Skrillex qui a sorti son nouvel album aussi que j'ai bouffé à mort. Et je pense que mon style, je dirais, c'est un peu un hybride de ces deux-là. J'aime bien quand même le côté... J'adore la radio, parce que souvent la radio, on peut dire un peu critiquer les artistes qui font de la musique radio en disant ouais, t'as un vendu et tout ça, alors que j'adore ça. J'adore la musique qui passe à la radio. J'aime bien tout ça. Et j'aime bien aussi la musique vraiment plus électro, plus underground, plus techno. Charlotte DeWitt, justement, j'aime bien ça aussi. Et donc, j'essaye, moi, dans ma musique, de garder un côté un peu underground, parce que c'est ce qui me représente, mais aussi un côté radio, parce que j'aime bien la radio et j'écoute la radio. Donc, Henri PFR, ce serait, je dirais de l'électropop. Ok. Ce serait comme ça que je définirais ma musique. En même temps, je te pose la question, mais moi, si on me dit c'est quoi le style Cody, j'en sais rien non plus. Est-ce qu'il y a des styles dans l'humour, d'ailleurs? Il y a des styles, il y a des gens qui ont de l'humour un peu plus piquant, un peu plus politique, un peu plus engagé, un peu plus mainstream. Donc c'est vraiment, il y a plein de formes d'humour différentes, mais un jour je me disais avec un pote, en fait c'est quoi l'objectif finalement? C'est de faire rire. Je veux dire, c'est d'avoir le rire, pas à tout prix forcément, mais... Ça reste le truc, si t'es drôle, t'es drôle. Et tiens, quand tu fais une émission de télé, qui va être diffusée du coup vraiment sur une télé traditionnelle, est-ce que tu dois te mettre des limites? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas faire, que tu pourrais faire ici par exemple quand tu vas faire ton comedy club, où là tu peux peut-être faire des blagues où tu veux. Est-ce qu'à la télé, tu te mets quand même toi-même des limites? Parfois on s'en met soi-même. Tu vois, j'ai fait le grand cactus qu'on fait ici. C'est à ça que je pensais. On a fait une tentative de le faire en France. Donc, j'avais fait un contrat avec une chaîne privée en France. Et on a fait des pilotes pour le faire. Et je t'avoue que il y a certains sketchs où dans l'écriture, on nous disait déjà non, on va peut-être pas toucher à ça. Et la France serait plus... touchy que la Belgique pour ça. Beaucoup plus touchy. Tu fais un truc en France, tu as directement les haters sur les réseaux sociaux qui tweetent, c'est énorme. Donc c'est vraiment, c'est violent. Mais c'est vrai que dans la musique, pour la radio, en France, c'est plus dur aussi qu'en Belgique. Parce qu'en France, je prends cet exemple, j'avais eu un single qui s'appelle Until the End, qui était le vrai premier succès que j'ai pu avoir en musique. Et en France, Fun Radio l'avait adoré et l'avait tabassé à mort. J'étais le track la plus jouée sur Fun Radio France. Et les gens adoraient. C'était la track qui shazamait. On regarde souvent sur les Shazam. Si les gens aiment bien, c'est qu'ils shazam la musique. Et cette track, elle faisait à fond des Shazam. Elle cartonnait dans les charts. Et du coup, nous, on a été voir Énergie. Et en France, Énergie, c'est une radio vitale pour un artiste, pour vraiment... Si tu es sur Énergie, voilà, tu deviens une star en France, tu exploses en France, et du coup, tu vas exploser en Europe, parce que la France, c'est un peu le centre de l'Europe, musicalement parlant. Dans mon style, en tout cas. Et je sais que Énergie, ils nous ont dit désolé, mais cette track, elle a été trop jouée par Fun Radio, donc c'est un artiste fun, donc nous, on va pas la jouer. Et c'était horrible pour moi, parce que j'étais là, quoi, mais j'y peux rien que Fun aime bien jouer mon morceau, et c'est une bonne track, les gens l'écoutent. Jouez-la, quoi, soyez... Et en fait, non, parce qu'en France, t'as un peu une sorte de guerre, j'ai l'impression, entre radios, ou à l'inverse, parce que là, je fais passer Énergie pour les méchants, mais à l'inverse, t'avais des artistes qui sont à fond joués sur Énergie, qui vont voir Fun, et Fun va leur faire « Ah, sorry les gars, vous êtes un peu trop brandé Énergie ». Je prends ces deux radios en question, mais ça parle pour toutes les autres radios en France. Là où en Belgique, j'ai cette impression qu'il y a moins une rivalité entre radios, en fait. Tu vois, en Belgique, si tu es un artiste typique, tu vas avoir Fun Belgique qui va te jouer pour autant, et tu vas avoir Énergie qui va te jouer, tu vas avoir Contact qui va te jouer. Il y a moins cette rivalité. En France, il y a vraiment... J'ai cette impression. Peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, que c'est pas le cas, mais je sais que moi, je l'ai vécu, et j'ai l'impression qu'en France, effectivement... Il y a ce truc plus cloisonné. Plus cloisonné, qu'on a peut-être moins en Belgique, du coup. C'est normal, enfin, je pense que c'est la taille qui fait ça aussi. La taille qui fait ça aussi. Et en parlant de taille, justement... 26 cm. Ah putain, il m'a devancé. Non, mais c'est vrai, j'allais te demander, tout simplement, voilà. la taille de ton organe. Non, mais la vraie question, c'est... en parlant de taille, je pensais à des festivals. Nous, on s'est pas vu, mais on s'est parlé à Coachella. C'est vrai qu'on on était ensemble, on s'était loupé à Coachella. Mais bon, j'ai vu que tu y étais. On s'est dit, on va essayer de se voir, mais évidemment, c'est grand. T'en as pensé quoi, toi? Moi, je me suis bien amusé. J'ai été voir, comment il s'appelle, Channel 13, que je connaissais pas. Tu vois qui c'est, Channel 13? Ça me dit rien pour le coup. Là, c'est plutôt house un peu. C'est un mec de Compton, un Renoir de Compton qui c'est vraiment vachement bien.
Ouais, ça me dit rien. Moi, Coachella, on a été voir. Enfin, moi, un des concerts qui m'a vraiment marqué, c'est celui d'un artiste français qui s'appelle Madeon. Ouais. Et en fait, je vais rarement à des concerts ou à des festivals. Je suis pas un grand consommateur de ça. J'y vais plus en tant qu'artiste, ça oui, bien forcément, sûr, mais en tant que public, je suis un peu moins consommateur. Et là, Coachella, ça m'a un peu réouvert les yeux sur le plaisir d'être dans le public et de regarder des trucs. Et j'ai vu Madeon et ça m'a tellement inspiré parce que en fait, je me rends compte et c'est pour ça maintenant j'essaie de me forcer à aller beaucoup plus à des concerts d'autres artistes. C'est ultra inspirant en tant qu'artiste. Il faut continuer à être au taquet. Je sais pas si toi tu vas souvent voir des spectacles. Pareil. Moi, je vais voir des spectacles. Il y a des périodes comme ça où ta créativité qui est un peu en baisse, où tu vas rien voir, et peut-être que c'est le confort, et que c'est dangereux le confort. Il faut encore se confronter à la réalité du truc. Et je m'en suis rendu compte que récemment, c'était du coup l'année dernière, quand on a été à Coachella, où pour le coup c'était, c'est Marie, ma copine, qui elle est méga fan de concerts, et donc c'était aussi l'occasion de se faire un chouette voyage, et j'avais aussi quelques trucs pour le boulot là-bas, tant qu'à faire. Et qui m'a dit viens go, on y va quoi. Et j'ai fait justement pour le boulot, c'est quoi le truc? C'est parce que là tu travailles à l'international. Comment ça se passe? C'est quoi les festivals, les plus gros festivals qui t'ont marqué? Moi, le plus gros festival qui m'a marqué, et ça on a beaucoup de chance, c'est un festival belge, c'est Tomorrowland. Ça pour moi en tant que DJ, jouer sur cette main stage, donc sur la scène principale de Tomorrowland, ça c'était vraiment quelque chose qui est un peu, c'est un peu le goal, le final boss du jeu de DJ, tu vois. Donc ça ça m'a vraiment marqué. Coachella, c'est un rêve. Honnêtement, de le faire en tant qu'artiste, ce serait un objectif un peu ultime aussi, parce que Coachella, je trouve que c'est le genre de festival, quand tu le fais, c'est un peu en un coup, t'as une étiquette sur toi. Ok, ce mec est un vrai artiste. Je sais pas comment expliquer. Je vois, c'est la légitimité. Faire Tomorrowland, t'es un vrai DJ. Donc là, j'ai la légitimité. Je suis DJ dorénavant. Et maintenant, j'aimerais bien avoir ce truc. Là, maintenant, je suis un artiste en plus d'être un DJ. Et donc, Coachella, c'est un peu ce genre de cachet qu'on a sur soi. Et dans les gros festivals à l'international que j'ai pu faire, un qui m'a fort marqué, c'est Ultra Music. Qui est un festival un peu style Tomorrowland qu'ils font à Miami, où t'as les buildings de Miami et t'as la scène, t'as le festival au sein même de la ville. Ça c'est hallucinant. Et là pour l'anecdote, un moment d'ailleurs, c'est un peu j'ai une anecdote un peu stylée à Miami. Vas-y, on adore les anecdotes. Voilà, je vais un peu me la péter. C'était un peu cool. Je mixais sur un rooftop là-bas. Pour le festival, et c'était un truc un peu justement VIP, zone VIP, hôtel 5 étoiles, rooftop, petite piscine, et c'était genre je mixais fin d'après-midi, coucher de soleil, enfin déjà ça c'était déjà un peu stylé de base. Et il s'avère que juste derrière moi, sur la table la plus VIP du rooftop, qui est la table à côté du DJ, il y avait un mec qui était assis avec quelques gardes du corps autour. Tu vas balancer du nom là. C'est pas juste du petit nom. C'était Michael Jordan. Wow! C'est quand même un peu stylé. Michael Jordan. Mais pourquoi est-ce que je te raconte cette anecdote? C'est juste pour flex. J'ai oublié même pourquoi je racontais cette anecdote. Et dis-moi, Non, il était juste posé là. Non, mais c'est énorme. Non, mais je sais même plus pourquoi je racontais. J'avais un but à raconter mon anecdote. Ça suffit. C'est bon, en fait. C'était Michael Jordan qui était à côté. Non, et du coup, non, c'est parce que tu me demandais qu'est-ce qui m'a un peu marqué comme moment, comme mix. Et c'est vrai que ce mix-là, quand t'es aux États-Unis, il n'y a rien à faire. T'es dans une autre culture, dans un autre monde. Tu vois des stars. Enfin, il y a un truc très glamour, quoi. Et je sais que moi, ça m'avait fort marqué, forcément, l'ultra musique. Tomorrowland, forcément. Et Coachella, un peu un rêve pour ce côté artiste. Ouais, je dirais ça. Et comment tu fais aujourd'hui pour avoir ces sets-là, ces contrats-là, etc. Comment ça se passe? Nous, on a des agents, machin. Moi, j'ai un agent à Paris. J'ai un agent à Hollywood aussi maintenant. Sérieux? C'est pour ça que j'étais à Los Angeles. Ah, c'est pour ça? Ah non, c'est pour le boulot aussi? Ouais, c'est pour le boulot. Ah, ça claque. Et tiens, est-ce que toi, justement, tu peux faire un spectacle à Los Angeles? Parce que tu fais ton spectacle en anglais alors? Là, je le fais en français. Enfin, ici, je le fais en français forcément. Mais là-bas, j'ai commencé à faire des petits comedy clubs. En anglais? Je fais des 5 minutes, 7 minutes, tu vois, en anglais. Ah, c'est intéressant. Attends, mais c'est un truc de dingue. Comment tu fais sur les réseaux sociaux? Ici, sur mes réseaux sociaux? Parce que tu parles en français sur tes réseaux sociaux. Ça, je sais. Et donc, je pense que là, c'est difficile de faire les deux. Cody,
Non, pour l'instant, je fais pas ça parce que je crois l'essentiel de mes followers sont francophones. Ouais, évidemment. Mais je pense que je vais de temps en temps dropper deux, trois petits trucs en anglais. Et c'est un objectif pour toi, en tant que moi, en fait, écrivain, de se retrouver plus à l'international ou bien... si tu veux, mon objectif, c'est plus de travailler à l'international. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être en Belgique, tourner un film en Belgique ou une série sur Netflix et avoir une répercussion mondiale. Et moi, c'est ça mon truc, c'est que, en fait, pour moi, mon terrain de jeu, il doit pas se limiter à une zone territoriale. Ouais, je comprends. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, si on parle anglais, je peux même apprendre l'allemand pour faire un film en allemand, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et je crois que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour toi. Pour moi. Et c'est pour ça que récemment... C'est même plus fort. Parce que la musique, je veux dire... La musique est plus facile. Allez, c'est plus accessible à l'international. Moi, quand je vois les images de ton public, les gens sont en transe, quoi. Oui, c'est vrai. Jamais, avec même une très bonne vanne, je peux provoquer ce genre de réaction chez les gens. Mais c'est que moi, ton métier, c'est le métier qui m'impressionne le plus parce que moi, j'ai encore cet avantage pour la musique. Je suis caché derrière mes platines. Ouais. C'est-à-dire que la musique, si je rate une transition, parce que concrètement, quand tu mixes, c'est les transitions, tu passes d'un morceau A au morceau B, et le but, c'est qu'on n'entende pas le passage. Si je rate un passage, c'est pas grave. Le morceau B est quand même lancé, tourne, et les gens vont quand même danser, ils vont être un peu choqués pendant 10 secondes, mais ça passe. Alors que pour moi, je trouve que faire des vannes, faire un spectacle, essayer de passer des émotions à travers ta personne, c'est... horrible, parce que si ça passe pas, que les gens réagissent pas, la sanction elle est immédiate. C'est immédiat. Direct. C'est horrible. Les gens rient pas. T'as déjà eu ça, ce truc où en un coup tu te retrouves face à un public qui n'accroche, où il y a un mur, ça accroche pas. Tu fais un truc, la vanne elle passe pas, et tu te dis bon ben voilà, et tu vois directement la réaction quoi. Et pendant une heure en fait ta promesse c'est horrible. Écoutez-moi, pendant une heure je vais vous faire rire. Et si il y a pendant 2-3 minutes ils rient pas, ils se disent mais je me suis fait avoir là. C'est donc pour toi, les premières minutes sont importantes. Non, c'est l'heure qui est importante. C'est l'heure qui est importante. C'est l'heure qui est importante. Alors, on ne doit pas avoir forcément un rire toutes les 30 secondes. Oui, forcément. Mais franchement, la sanction, elle est là. Moi, je viens avec une promesse, horrible, je vais vous faire rire, quoi. Et ce qui est horrible, c'est que toi, on juge ta personne. Ouais, c'est exactement. Tu vois, moi, j'ai le mur avec la musique. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi avec allez, j'aime pas trop parler d'elle parce que c'est un peu notre vie privée, mais Marie, donc ma copine, qui elle est sur les réseaux sociaux, elle est influenceuse. Et on va pas dévoiler, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent. Oui, c'est ça. Oui, c'est Enjoy Phoenix sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a des fois ce truc où quand on se balade dans la rue, on nous reconnaît, moi ou elle. Et sauf que moi, j'ai cet avantage, quand les gens me reconnaissent, allez, cet avantage. Oui, en fait, c'est quand même un avantage. Les gens viennent me dire « Ah, j'ai écouté ton dernier morceau, vraiment trop bien, c'est génial, est-ce qu'on peut faire une petite photo ensemble ?» Tu fais avec plaisir. Et en fait, il y a ce truc où ils t'applaudissent pour le travail que tu fais. Et ça, c'est génial. Parce que c'est comme si un boulanger ou n'importe quel métier traditionnel, on venait dire « Ah putain, j'ai goûté le dernier croissant que tu as fait, c'est vraiment une tuerie, est-ce qu'on peut faire une photo ?» Tu vois, c'est trop chouette. Et c'est la même chose avec moi, avec ma musique. Marie, et je pense que c'est aussi un peu plus pour toi, vu que vous vendez votre personne, toi, c'est pas un morceau que tu sors, c'est ton humour, c'est ta personne, c'est ta personnalité. Eh ben, les personnes qui reconnaissent Marie, c'est « Ah Marie, j'ai vu que Jelly, ton petit chien, est un peu malade, est-ce qu'elle va mieux ?» Et il y a un côté beaucoup plus intrusif, et des fois, il y a un côté, c'est un inconnu qui vient de parler, mais toi, tu n'es pas un inconnu pour lui. Exactement. Et donc, il y a ça fausse un peu, et j'ai l'impression que dans l'humour, quand tu es en spectacle sur l'humour, c'est ta personne que tu vends, et si les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas toi. Exactement. Moi, s'ils n'aiment pas ce que je joue, ma musique, mais moi, ils s'en foutent, entre guillemets. Et ça, je trouve que ça, c'est quand même un luxe qu'on a en tant qu'artiste musicien par rapport à un artiste comédien comme toi. Ceci dit, toi, tu as quand même une énergie, une personnalité qui est très forte, on le voit sur scène, tu donnes énormément. Ouais. Donc, je crois que les gens viennent... Oui, c'est sûr. Pour ton énergie. Les gens viennent aussi pour l'énergie que tu vas leur donner. Mais c'est vrai que moi, je réfléchis. J'ai eu une fois le mix le plus horrible de ma vie. J'avais été programmé à un festival en Flandre. Allez, je dis c'est un mix horrible. C'est sévère de dire un mix horrible, mais c'est un mix qui n'avait juste pas marché en fait. J'avais été programmé pour un festival en Flandre qui est un festival hardstyle, mais vraiment de la grosse hardstyle. J'adore la hardstyle, mais c'est pas du tout ce que moi je vais jouer. Hardstyle, ça veut dire Hardstyle, c'est un style musical ultra agressif. Donc c'est vraiment avec les kicks, boum 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 boum. C'est ultra agressif. Moi, je joue de la musique beaucoup plus mélodique. Voilà. Et ça, c'est pas encore hardstyle. Ça, c'est et encore là, on est pas. Ça va, c'est encore gentil. J'ai testé mon beatbox. Et je sais que ce festival hardstyle, ils ont voulu me prendre moi pour un peu
gentifier, ça se dit pas, mais pour un peu rendre leur festival plus gentil et moins agressif. Et ils m'ont pris en tête d'affiche. Parce qu'ils voulaient dire, voilà, on a un festival hardstyle, mais regardez, on fait aussi de la pop un peu gentille, un peu moins hard. Et donc, ils m'ont mis sur la main stage à l'heure de, tu vois, la meilleure heure du festival. Le seul truc, c'est que l'artiste avant moi, c'était un artiste hardstyle à mort. Et il y avait un artiste après moi qui faisait le closing, qui était un artiste hardstyle à mort. Et moi, ils m'ont utilisé plus pour l'image du festival sur les affiches. Et en fait, je suis venu, j'ai commencé à jouer mes premiers sons. Et le public ne m'a pas hué, ne m'a rien fait de méchant. Le public était bienveillant. Mais c'était pas la bonne musique. Et c'était vraiment, j'ai eu ce truc où pendant 1 heure, t'es là et tu dois donner. Tu dis, qu'est-ce que je fais, tu vois. À la place. J'ai rarement eu ce truc vraiment où j'étais au point d'abandonner, où j'étais au point de dire, écoute, c'est bon, je vais pas prendre le micro, je vais rien faire, je vais juste être derrière mon truc et attendre que ça passe. Tu t'es dit, franchement, encore, j'essaie de tenir le maximum, mais je vais y aller. Mais d'un autre côté, c'est ça. Mais d'un autre côté, tu veux quand même respecter. Tu as un contrat avec le festival, les gars, ils t'ont quand même payé. Tu veux pas non plus. Allez, tu veux respecter tout ça. Et j'ai vraiment eu ce moment où à un moment, je fais, est-ce que je peux avoir toutes les mains en l'air, tout le monde. J'essayais de les chercher, les gens. Et tu as un public de 10 000 personnes et tu as 6 personnes devant qui ont fait ça. Et t'es vraiment là et t'as 9 994 personnes qui te restent comme ça et qui te regardent, mais ils sont pas méchants, ils sont pas méchants, ils sont juste là. Et ils sont là, écoute, on a rien contre toi, mais voilà, est-ce que tu sais où t'es? C'est ça, et vraiment, et tu joues tes drops et puis tu fais, est-ce que je peux voir toutes les lumières? Et tu vois 6 lumières, quoi, tu fais genre, waouh. Et le plus dur, c'est qu'à la seconde où ça se finit, je fais merci, au revoir. Les gens m'ont vite fait applaudir, mais c'était pas en train de crier, c'était juste genre, allez, c'était gentil. Le DJ après moi, il est venu, il joue son premier morceau, et là t'as tout le monde qui et qui saute. Et vraiment, j'ai eu ce moment où j'étais sur le bord de scène, et je vois les gens qui sautent dans tous les sens, et je fais genre, ah ouais, non, j'étais pas la bonne personne au bon endroit au bon moment. Putain, c'est un truc de fou. Ça, c'était dur. Mais encore une fois, je suis caché derrière ma musique, là où toi. Où moi je donne ma personne, et je me mets vraiment à poil, mais c'est un exercice qui est quand même particulier, hein. Et d'ailleurs tu parlais de ton image, enfin en tout cas de ceux pour qu'on t'a invité à ce festival. Est-ce que Henri PFR c'est quelqu'un de gentil? Moi je te vois toujours souriant, machin, plein de vie, plein d'énergie. C'est un peu les gens qui voyagent beaucoup, je trouve, ils sont comme ça, curieux. Mais est-ce que t'es gentil? Est-ce que t'es aussi gentil que t'en as l'air? C'est une très bonne question. Ou alors t'es un gros connard derrière caché. Je suis dans des groupes de hardcore et tout sur Facebook, des trucs horribles. Non, écoute, je vais être très honnête. Pendant un moment, j'ai voulu donner... Donc, il y a Henri PFR et il y a Henri Payfer. Donc, il y a le vrai moi et il y a le moi artiste. Et en fait, pendant un moment, je voulais donner Henri PFR un côté badass. Je voulais commencer à être très sérieux sur mes photos. Je voulais commencer à être un peu plus dark et tout, jouer des sons un peu. Et en fait, ça marche pas parce que c'est faux. J'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai senti que ça n'allait pas. C'est pas ma personnalité. Donc non, je pense que Henri PFR, l'artiste, c'est un peu la version améliorée de moi, parce que forcément, je vais être plus enjoué quand on parle, je vais être plus excité quand je suis en interview ou quoi que ce soit. Là où dans la vie de tous les jours, je vais être plus calme, plus posé. Mais je pense que c'est juste un peu une version améliorée de moi, tu vois. Mais ça reste moi. Donc non, si je suis quelqu'un de gentil, si tu trouves Henri PFR gentil, alors tu devrais trouver Henri PFR gentil. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai voulu me donner un peu une vibe, un peu dark et tout ça, et ça ne marche pas. Mais ça, c'est normal. Je crois qu'on met du temps à se trouver finalement en tant qu'artiste. Tu fais toute une boucle, tu cherches, tu t'explores un peu, et puis finalement, le moment où tu arrives à retrouver la sincérité, l'authenticité, c'est ça. En fait. Et c'est dans ma musique pareil, parce qu'à un moment donné, je me retrouve avec... j'ai mes labels qui m'appellent, le manager qui m'appelle, qui dit « Ouais, il faut faire des morceaux radio. Tu dois vendre. » J'ai fait des morceaux radio qui ne sont jamais passés en radio, parce que ça s'entend que c'est un morceau qui est générique, qui n'a pas d'âme, qui a rien. Et en fait, c'est pour ça que les morceaux, le vrai secret de la musique, après j'aimerais bien savoir, dans l'humour, c'est aussi un peu ce truc-là. Mais dans la musique, j'avais parlé avec un artiste à moi qui s'appelle Oracles, qui est un peu un exemple pour moi, et qui est devenu un ami avec le temps. Et lui, il m'a dit, écoute, c'est la phrase la plus bateau du monde, la plus cheap, la plus cheesy, mais c'est la phrase qui m'accompagne tous les jours encore aujourd'hui. Il m'a dit, la musique n'a pas de secret, fais de la musique qui te plaît. Tu dois faire de la musique qui te plaît à toi. Pas qui plaît aux gens.
pas qu'il plaît aux gens. Et en fait, il a tellement raison. Parce qu'en fait, si la musique te plaît à toi, si tu y crois profondément en ta musique, eh ben les gens vont accrocher. Les gens vont accrocher. Ou bien peut-être que les gens vont pas aimer, ou que certains gens vont détester ce que tu fais, mais c'est pas grave, t'auras des gens qui vont aimer ce que tu fais. Là où si tu fais de la musique pour les gens, mais que toi, elle ne te plaît pas, ça sonne faux. Il y a un truc qui marche pas, et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et c'est vraiment un peu ma mentalité de tous les jours maintenant quand je vais en studio, c'est si le morceau il ne me fait pas vibrer moi, il te fera pas vibrer toi. Et je sais pas si dans l'humour il y a aussi un peu ce truc, tu vois, il y a totalement ce truc là, c'est-à-dire que mais une vanne. Tu fais une vanne, je veux dire. Comment tu peux savoir si une vanne plaît aux gens? Ben il faut qu'elle te plaise à toi, il faut que ce soit sincère comme vanne, parce que c'est vrai que tu peux faire un truc bateau ou mainstream. Parce qu'il y a des sujets, tendances, machin, où voilà, tu vas parler d'un truc dont tout le monde parle, et tu vas avoir des rires. Mais tu vas vite te faire chier au bout d'un moment à te dire, en fait, je sais même pas pourquoi je fais cette vanne. Alors que si tu écris un truc qui te concerne, et que tu le livres, les gens le sentent. Il y a un truc plus profond. Ils sentent il y a un truc genre, tu l'as vécu. Ou... Et toi, dans tous les personnages que tu as pu faire, au Grand Cactus, sur tes réseaux, en spectacle, tu vois, le vrai, il est plus calme, il est plus discret, il est moins exubérant que ceux que je fais. Et justement, ce que j'aime, c'est que il y a un espace dans lequel je peux faire une extrapolation de moi-même, parler beaucoup plus fort. Souvent, ma famille me dit, putain, t'as pas la même voix, les gens ont l'impression que je suis plus grand et tout de taille. C'est un truc de fou. Ça se transforme complètement. Et c'est ça, j'aime bien pouvoir... Et toi, t'as ces trucs au repas de famille ou quoi? Ah ouais, moi je suis discret. Vas-y, fais-nous rire. Ah non, moi je suis discret. Moi, au repas de famille, c'est pas moi qui mets l'ambiance. Et t'as des fois en soirée ou quand même dans la rue des gens qui viennent et qui te disent allez, vas-y, à fond, fais-nous une blague. Tout le temps, surtout quand ils sont bourrés. C'est horrible. Laisse tomber. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Toi, personne te dit vas-y, fais-moi. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en set en disant tu peux passer bande organisée? Alors, ça, j'ai eu ça au début. J'ai mis directement, en fait. Don't talk to the DJ. Ça, c'est vraiment un peu la règle d'or. C'est parlez pas au DJ, quoi. À part au mariage, où là, je comprends, c'est ta fête. Mais en dehors des mariages, vraiment, laisse le DJ tranquille. Si tu bookes un DJ, c'est pour ce qu'il fait. De toute façon, à Tomorrowland, c'est difficile d'aller demander. Oui, déjà de 1 aussi. Mais par exemple, et c'est vrai que, pour revenir à ce que tu viens de dire ici, le festival Hardstyle que j'ai fait, qui n'allait pas du tout, j'ai des morceaux Hardstyle sur mes clés USB. J'aurais pu jouer des morceaux qui allaient mettre plus d'ambiance. Mais c'est un peu un des trucs que je me suis imposé, c'est de jouer mon style à moi. Et ça, c'est vraiment un luxe que j'ai en tant que DJ. C'est que si un organisateur me book, il me book pour mon style. Et ça, j'avais pas avant. Quand j'ai commencé les mix, je mixais en club et tout ça. Quand tu mixes en club, tu dois jouer ce qu'il faut jouer pour les gens. Et là, j'ai un peu ce luxe maintenant que si tu me prends, je vais jouer ce qui correspond à moi. Et ça, c'est un peu ce que je me suis imposé. Et c'est pour ça que maintenant, si on me demande bande organisée, si je joue bande organisée, ça va mettre 20 fois plus d'ambiance. Mais c'est pas le style que je joue, donc je le jouerai pas, tu vois. Donc, et c'est quoi les plus belles récompenses auxquelles tu pourrais aspirer? C'est quoi la quête en tant qu'artiste? En tant que producteur? Pour moi, la quête en tant que producteur, c'est... On parle de l'international. On parle de l'international. Ou du national, comme tu veux, mais c'est quoi le truc qui te ferait vraiment... Le truc qui me ferait vraiment kiffer, c'est de me retrouver à un festival aux États-Unis, ou en Asie, ou en Allemagne, ou je ne sais où, dans le monde, en dehors de la Belgique, de jouer mon titre et d'avoir la foule qui chante mon titre. Ah ouais, ça c'est énorme. Ça, pour moi, c'est un peu genre... ce serait le kiff. Putain, c'est énorme. Ce serait le kiff. J'ai eu ça avec... la première fois où les gens ont chanté mon titre, c'était un des premiers singles que j'avais sorti qui s'appelait Home. Et je l'avais joué à un festival en Belgique. Et je sais que j'avais eu genre la moitié du public qui connaissait ce titre à l'époque, vu qu'il tournait pas mal en radio. Et les gens l'ont chanté. Et ça m'a fait un truc. C'était pas un gros festival. Et je pense que c'était à Namur, je pense, un petit festival à Namur. Et je sais que le public avait chanté ce que j'ai écrit. Et ça fait c'est profond. Plus qu'une récompense, plus qu'un Grammy ou... Mais les Grammys, pour moi, c'est un peu un ego boost. Les Grammys, c'est comme quand t'as un super match sur Tinder, tu vois. Genre, c'est bon, ça. C'est cool, tu vois. C'est l'ego boost. Mais concrètement, le Grammy, en dehors de l'ego boost, ça n'a pas vraiment de valeur. Tu vois, je pensais au Decibel Awards que tu as eu l'occasion aussi de présenter quelques fois. Enfin, de présenter, tu as fait des discours. Oui, j'ai fait des interventions, là.
les Decibel Awards, par exemple, où j'en ai gagné quelques-uns. Ouais. C'est génial. Ils sont dans une armoire chez moi, sous une vitre. Ils sont beaux, je les adore. Mais c'est maintenant pas ça qui... Je fais pas la musique pour avoir le Decibel Award. Je fais pas la musique pour avoir le disque d'or. Ouais. C'est chouette, c'est une récompense. On félicite ton travail. Mais la vraie valeur, c'est les gens au final. C'est les émotions que les gens... des fois, quand je mixe et que je vois genre des gens qui ont les yeux fermés et qui sourient, ça franchement, bon, ça n'a pas de prix. Tu vois, c'est ultra bateau ce que je dis, mais c'est vrai que c'est ça la vraie raison pour laquelle. Moi, j'ai une question. Comment tu fais je veux dire, quand tu fais par exemple une collaboration avec quelqu'un, parce que je veux dire, il y a, est-ce que tu as des choristes, des chanteurs ou chanteuses qui viennent pour un titre avec toi? Comment tu choisis? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as envie de le faire? Tu vois, aujourd'hui, on a quand même plein d'artistes ici en Belgique. Je pense à Stromae, évidemment, Angèle, Damso, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien faire un morceau avec un de ces trois-là. C'est avec plaisir, évidemment. Ben, on va leur demander. Comment est-ce que ça marche? Écoute, il y a plusieurs moyens d'écrire. Tout part quand même de base de mon piano. C'est toujours moi derrière le piano qui cherche les accords qui vont me plaire et la petite mélodie qui va me plaire. Après, comment est-ce que tu fais? Ça dépend en fait. Maintenant que je travaille avec avec Warner et Spinnin, mes labels, de temps en temps, ils m'envoient des démos, des guitares-voix, des pianos-voix, et c'est des démos qui sont là. Qu'un autre artiste a fait, un autre artiste que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui n'est pas producteur, qui lui fait vraiment juste des mélodies. Et de temps en temps, elle m'envoie ça et j'aime bien, par exemple, tiens, ça, j'aime vraiment bien cette démo, est-ce que je peux la travailler? Et du coup, elle me met en relation avec l'artiste et du coup, commence la collaboration comme ça. Soit c'est moi, par exemple, ici, fin du mois, je vais partir à Berlin, où j'organise un camp d'écriture. Donc, un camp d'écriture, c'est quoi? On loue 5-6 studios et on se pose, on se met à 20 artistes et on se dit, OK, les gars, on doit faire un morceau par jour par personne, tu vois. Et t'es là, ça c'est un peu le style pour moi. Oui, c'est ça, oui, pour moi, c'est littéralement pour moi. Où je leur dis, voilà, ça c'est un peu le style que j'aime bien en ce moment. Est-ce qu'on peut attaquer? Est-ce qu'on fait chacun des morceaux? Et on se met à 4-5 par studio. Et alors, chacun essaye de venir avec des idées. Et alors, moi, après, je vais passer une journée entière avec un groupe de 4-5, la journée d'après avec un autre groupe, la journée d'après avec un autre groupe. Et puis à la fin, on regarde, tiens, voilà, quelles sont les démos qui sont intéressantes. Et moi, je récupère là-dessus. Et moi, alors après, derrière, je fais toute la production autour des démos pour avoir le morceau fini avec ma patte à moi, ma touch dedans. Énorme. Donc ça dépend vraiment. Et moi aussi, des fois, je participe à des camps d'écriture pour d'autres artistes où les camps d'écriture, c'est vraiment top parce que tu es juste avec plein d'artistes et t'entends le studio à côté, ils sont en train de faire un truc, t'es là genre, c'est quoi ce qu'ils sont en train de faire? Et donc, t'as envie de faire meilleur qu'eux. Et donc, il y a un peu une sorte de compétition et ça marche vraiment bien. Un atelier d'écriture. C'est ça. Mais là, par exemple, ça fait 3 mois que je suis en studio, mais là où je suis vraiment enfermé, moi, seul, dans ma bulle. Et là, je suis en train de travailler sur plein de nouvelles démos et plein de trucs, Par exemple, j'entends aussi souvent, je regarde des vidéos sur Instagram, des Reels ou des bêtises comme ça, ou sur YouTube. J'entends une fille qui fait une cover d'un morceau, une fille ou un mec qui fait une cover d'un morceau. Je prends la cover de YouTube, avec un programme, j'enlève la guitare pour garder que la voix, puis je rajoute des accords, et je joue souvent aussi là-dessus. C'est inspirant en fait. Tu chopes à droite à gauche. Franchement, tu chopes à droite à gauche. Qu'est-ce qui te fait rire, toi, Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire quand tu regardes, je sais pas, des vidéos? J'ai un très gros problème avec les animaux quand elles font parler les animaux. Ça n'a rien à voir. Genre un petit raton laveur qui parle, ça me fait trop triper. Donc, je vais t'envoyer la vidéo de Instagram d'un Américain qui fait ça très très bien. Ça j'adore. Ça, ou bien quand ils mettent des bras aux oiseaux. Quand ils mettent des bras aux oiseaux. J'ai jamais vu ça. C'est les meilleures vidéos du monde. C'est quoi? Il y a un gars qui a un Instagram, il fait en 3D, il rajoute, donc t'as tous les oiseaux, il leur met des bras et il leur fait faire des trucs, mais c'est genre incroyable. Genre un oiseau qui bouge un peu, il lui met une petite guitare comme ça et c'est un oiseau avec des bras. C'est ultra drôle. Et tu comprends pourquoi ils ont pas de bras les oiseaux, parce que s'ils avaient des bras, ce serait ultra drôle. Ça sonne comme du Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est vraiment ultra drôle. Après, c'est toi qui m'as posé la question de base. Je t'ai poussé à devenir JCVD. Tu l'as rencontré, JCVD? Je l'ai rencontré lors d'un tournage. Il faisait la tournage pour une pub. Je sais plus encore pour qui il faisait. Il m'avait invité parce que je suis un peu un fan de JCVD. Moi aussi. Et il est ultra cool. En vrai, il est ultra cool. Mais c'est vrai qu'il est... Non, mais il est énorme. Franchement, respect. Ah oui, et c'était incroyable parce que je me rappelle sur le tournage de cette pub, il devait en un coup casser une porte comme ça avec son pied. Et tu le vois vraiment en dehors du tournage, il est en mode genre tout posé. Et puis il fait, bon, ok, on va aller tourner maintenant. Bon, allez, hop.
Puis il se prépare, et puis boum, il rentre dans son rôle, et il le fait en une prise. En fait. Bah ouais. Le mec est rodé. Le mec est rodé de ouf. Quoi. Toi, le cinéma Parce que je sais que t'en as déjà fait un petit peu. Ouais, j'avais déjà quelques films, et puis il y a des projets que j'ai envie de faire moi. Quelle est ta carrière de rêve? Est-ce que tu veux être le gars qui cartonne sur scène? Ouais. Ou est-ce que tu veux être le gars qui cartonne au cinéma? Les deux? Je crois que... Ou bien à la télé, je préférais être le gars, si on doit se limiter à ça, qui fait des beaux projets au cinéma. Tu as des vrais beaux projets, pas spécialement et pas forcément des touché à l'humour ou bien... non, pas spécialement dans l'humour. Et qui continue à faire de la scène aussi. Moi, j'ai envie de faire de plus en plus maintenant du cinéma ou de la fiction. Ça peut être des séries et des choses comme ça, même du docu. Ouais. J'adore les documentaires. J'ai fait un truc sur le hip-hop à Atlanta, un autre... Ça, c'est un truc qui te plaît ou quoi? Ouais, j'aime bien. Et continue à faire... Parce que la scène offre quand même une liberté... c'est toi qui es maître de ton texte, machin. Tu livres ce que tu veux, avec le rythme que tu veux. Donc j'aime bien ça quand même. Et comment ça se passe justement? Désolé, je pose un peu, je retourne les questions. Vas-y. L'écriture d'un spectacle. Est-ce que, par exemple, tu vois, tu me posais la question pour la musique. Ouais. Est-ce que pour un spectacle, quand tu te poses... pour écrire vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident? Est-ce que toi tu écris des textes pour d'autres gens? Est-ce que tu as des potes, Guillermo, j'en sais rien, Comment ça marche? Et finalement, je me rends compte qu'on a quand même pas mal de points communs parce que nous aussi, parfois, on peut se retrouver à faire des petits ateliers comme ça où on se donne rendez-vous dans une maison, dans un truc, et chacun va... moi, j'ai des co-auteurs. J'ai des co-auteurs pour écrire parce qu'il y a beaucoup de trucs à livrer. Il y a des chroniques radio, il y a des trucs en télé, il y a le spectacle et tout. Et donc, moi, j'aime bien collaborer avec les gens parce que je trouve qu'on a déjà plus d'idées dans 3 ou 4 cerveaux. De ouf, évidemment. Et j'aime confronter mes idées aussi parce que moi, j'aime bien rebondir. Je suis souvent plus fort dans le fait de rebondir sur une idée que quelqu'un a eue. Et ça, à partir de là, je peux avoir ma matière première pour créer. Okay. Quoi. Mais c'est intéressant. J'adore la collaboration. J'aime pas être tout seul en fait. Ouais, mais oui. Mais je pense que c'est important. Et c'est pour ça aussi, moi, souvent les camps d'écriture, on est plein dans une pièce, tu vois. À fond. C'est important. Je pense que l'art, c'est un truc qui, tu peux pas être seul en fait pour créer. Tu peux pas être seul. Moi, en ce moment, je suis seul pour fignoler des trucs. Pour fignoler. Ouais. Ça marche. Ouais. Mais je pense que pour la création artistique, c'est bien d'avoir plein d'avis différents. Ah, donc vous êtes aussi un petit groupe et t'écris aussi pour d'autres personnes? Alors, il y en a qui écrivent seuls et qui sont très forts, mais pour d'autres personnes, non, je pense que j'ai jamais écrit pour d'autres personnes. Et c'est un truc qui t'emballerait à faire ça ou bien? En fait, j'ai écrit pour des projets communs, mais pas pour d'autres personnes. Et c'est un truc qui m'emballerait, mais bon, il y a déjà tellement de choses à faire. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup à faire. Ça fait beaucoup. Toi aussi. Mais c'est parce que justement, moi, dans la musique, j'ai mon style Henri PFR. Ouais. Mais j'adore produire de la techno aussi. J'adore produire de la pop aussi. Ouais. Et donc, ça m'arrive de temps en temps d'avoir un morceau que je peux pas sortir sous mon nom parce que ce serait vraiment trop loin. Et que du coup, je préfère envoyer à un autre artiste en disant tiens, ça c'est vraiment pour ton projet. Ah, c'est énorme ça. Ça collerait mieux. Est-ce que tu penses que ce serait possible de faire un morceau pour moi? Genre, et puis moi, parce que moi, je rêve d'être DJ en fait. Sérieux ou pas? Attends, mais DJ, c'est le nouvel rockstar. C'est vrai. C'est vrai que depuis David Guetta. Attends, mais c'est pas possible, je veux dire, tu vois, c'est énorme ce que vous faites. En fait, ton père qui était plus Rolling Stone, tu vois. En fait, il a un Rolling Stone. Il a un Rolling Stone, il a son petit Mick Jagger à la maison. Il a son petit Mick Jagger. Mais c'est vrai. C'est vrai que vous, les grandes stars, les gens sont comme des fous devant vous, devant les scènes. C'est vrai que ça vraiment on le doit à David Guetta. Ouais. C'est qu'il a vraiment réussi. De base, le DJ, c'était un disque jockey, quoi. C'est le mec qui met des disques. Point. Et d'ailleurs, dans les clubs, avant les clubs à l'époque, le disc jockey, il était derrière limite un mur, on le voyait pas. Ça. Exact. Et là maintenant, les clubs, ils mettent le DJ au centre de l'attention. Exactement. Les lumières sont derrière le DJ, les gens sont face au DJ. Enfin, il y a ce truc où le DJ est devenu l'animateur de la soirée, est devenu la star de la soirée. Ouais. Et ça, c'est vraiment à 100% grâce à Guetta. C'est lui qui a imposé, qui a dit les gars, l'électro maintenant, ça va passer en radio, les DJ maintenant, ça va être des stars. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Et ça, moi, c'est un truc que, c'est génial. Franchement, d'être le centre de l'attention, c'est cool. C'est à fond. Et tu l'as été aussi pour les autres. Je pense à The Voice.
Ouais. C'est les autres qui attendent d'avoir ton attention à toi. Mais oui. C'est vrai que The Voice, c'était cette expérience. The Voice, c'était une expérience inattendue. C'est-à-dire que de base, tu signes un contrat, tu vois, et il est mis un certain jour de travail, et tu dois venir. Et moi, dans ma tête, je vais être très honnête, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais c'est très sérieux. C'est de base, je m'étais dit, ok, je viens, on est devant les caméras, on sourit, on fait l'émission, les caméras s'éteignent, merci, au revoir, on part, on revient, quand il faut tourner une nouvelle émission. J'avais un peu ce truc dans ma tête. C'est comme ça que je voyais The Voice. J'étais en mode genre, on vient, on fait ce qu'il faut faire devant les caméras, on raconte l'histoire qu'il faut raconter, et puis on part. C'est une expérience humaine, en fait, mais tellement profonde. C'est-à-dire que tu viens, tu fais ton taf devant les caméras s'éteignent, puis au final, tu as un talent que tu as voté pour l'avoir dans ton équipe. Et ce mec, c'est un être humain comme toi qui vient et qui te dit genre merci de m'avoir pris, t'es là, ok. Et au final, tu commences à avoir des vrais liens qui se créent avec ces gens. Et tu as vraiment envie, enfin moi j'ai vraiment envie, j'avais en tout cas, j'ai toujours envie de profondément les aider, tu vois. Et c'est des gars qui ont des talents de ouf. Et alors après, il y a ce jeu télévisé qui fait que tu dois en éliminer. Mais sauf que tu élimines pas qu'un gars que tu as buzzé il y a 2 semaines. Non, tu élimines le gars que tu as buzzé il y a 2 semaines, mais avec qui tu as parlé tous les jours pendant ces 2 semaines, que tu as eu au téléphone en stress, que tu lui as... Il y a un truc, vraiment, tu crées une réelle relation avec tous les talents que tu as dans ton équipe. Et non, au final, de base, je pensais que ça allait être une expérience pro, mais c'est vraiment devenu une sorte d'expérience humaine ultra profonde et qui a créé des vrais liens ultra profonds avec tous ces talents. Donc non, The Voice, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais à refaire, je ne sais pas si je referais ça direct parce que ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Parce que sur contrat, je ne sais plus combien, je vais dire un chiffre fictif, tu as genre 30 jours de boulot sur contrat. Dans le concret, ça m'a pris l'année en fait. Parce que tous les jours... Et c'est pas ce qui te rapporte le plus. Non, mais c'est même pas une question d'argent. Non, je déconne. J'avoue. C'est horrible. Mais c'est vrai. Forcément, d'office, tu dois vivre. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, Ouais, c'est plus vraiment une question de temps. C'est que j'ai quand même mon projet derrière, j'ai des tournées. Et ce qui tombait bien à The Voice, c'est que c'était pendant la période de Covid. Donc pour moi, c'était nickel. Mais là, maintenant, avec les tournées, avec le studio, j'ai plus trop le temps d'accorder autant de temps. Et si je le fais, je veux bien le faire. Je veux pas juste venir 30 jours pour l'émission, merci, au revoir. Non, je veux être là pour les talents en dehors de l'émission. Et non, et The Voice est vraiment, je te dis, pendant l'émission, des fois, ça va sembler un peu bateau, mais je sais, il y avait Tiff, Loïc et BJ. Des fois, Tiff me prenait un talent. Et j'étais vénère contre elle. Alors, je l'adore, hein, vraiment. Elle est absolument géniale, Tiff. Mais il y a des moments dans l'émission, elle m'a volé des talents et j'avais une haine, mais profonde pour elle. Loïc, qui est un de mes meilleurs potes, on est partis en vacances et tout ensemble. Il prenait un talent, mais j'avais une haine sur Loïc. Et en fait, Loïc notait, hein, donc... Oui, Loïc notait. Et tu te prêtes au jeu, alors que... Détester Loïc, c'est littéralement... Et d'ailleurs, détester Tiff et détester BJ, c'est impossible. Ils sont tous les trois bien trop gentils. Mais dans l'émission, je les ai détestés par moments. Et à l'inverse, il y a des fois où je les ai aimés plus que tout. Mais en fait, c'est pas qu'un jeu. C'est un truc tellement profond, humainement parlant, que non. Désolé, c'était un long monologue pour parler de pas du tout, The Voice. Mais The Voice, ça a été... on est là pour ce... Ça a été une très chouette émission. Très, très chouette émission. Dernière question. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Waouh, c'est une bonne question. On m'a jamais posé. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve dans la vie? Qu'est-ce qui m'énerve dans la vie? Il y a quelques trucs qui m'énervent dans la vie. Je dirais l'infidélité. Alors, pas l'infidélité amoureuse. Ça, c'est classique. Il faut s'y attendre. L'infidélité amicale. C'est-à-dire, j'ai eu comme ça des gens dans ma vie à qui j'ai donné énormément d'amour, de confiance, de choses comme ça, et qui, au final, tu te rends compte qu'ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Ça, c'est un des trucs qui peut le plus me blesser, je dirais. Ça peut vraiment fort me blesser. Et l'injustice. L'injustice, c'est aussi un des trucs qui me rend fou. Et depuis toujours. Je me rappelle même quand j'étais en humanité, à un moment, on était toute la classe était... c'est une petite anecdote très conne, mais qui vraiment me définit. On était tous ensemble et il y avait 2 gars qui ont parlé derrière moi.
Et t'avais comment t'appelles ça encore la prof. Pas la prof, mais bref, oui, la prof, qui avait dit genre Henri, 6 pages pour avoir parlé. Et j'étais là. Mais j'ai rien dit. Genre, je disais, mais je parlais pas. Elle fait, tu discutes, tu contredis ce que je dis. Eh ben, 8 pages. Ouais. Et j'étais là, mais c'est dégueu. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué au monde. Ils se sont pas dénoncés. Ils se sont pas dénoncés. Et j'étais là, et moi, j'allais pas les dénoncer. C'était des potes. Mais j'étais là, genre, mais c'est dégueu. J'ai rien dit, je parlais pas. Et je me chope 8 pages. Et elle m'avait dit cette phrase que j'ai trouvée horrible et qui me marque encore aujourd'hui, c'est tu dois apprendre à obéir. Ah ouais. C'est une punition, il faut apprendre à obéir et accepter que tu dois obéir. Ouais. Et pour moi, il n'y a rien de plus trash que obéir à quelqu'un. Ouais. Tu vois, il faut obéir à personne, tu obéis qu'à toi-même. Il y a des règles, respecte les règles, évidemment. C'est pour ça que je ne parlais pas. Mais apprendre à obéir, je sais pas, c'est toute une mentalité. Donc qu'est-ce qui m'énerve ? Waouh, j'ai des chaleurs rien qu'à y repenser. Tu le sens, tu vois. Je le sens. Non, c'est ce truc, l'injustice et l'infidélité amicale. Je dirais que c'est les 2 points. Toi ? Écoute, moi, je suis un peu comme toi, parce que moi aussi, je suis je donne beaucoup, je te veux, dans les relations amicales, etc. Et c'est vrai que la déception, ça me touche. Je sais pas, comme je ressens un peu les émotions, donc peut-être plus que certains, et donc quand tu as l'impression de t'être... C'est ça, et je pense qu'on est tous les deux assez vrais, empathique. Et on s'ouvre vite aux gens. Et en fait, quand tu t'ouvres à quelqu'un qui le prend et que derrière, il te fait un petit couteau, ça pique un peu. La pire sensation. Mais j'aime bien ce que tu as dit sur désobéir. Enfin, désobéir. Apprendre à obéir. Apprendre à obéir. Moi, j'ai envie de te dire un truc. Continue à désobéir au style artistique. Mais je pense. Et j'étais dans une école très... les règles, c'était dans une école jésuite, c'est comme ça, très vraiment dans des règles et oui, ça me correspond pas trop en fait. Et je pense que pour moi, faut respecter les règles. Il faut des règles. Il faut qu'on s'impose des règles. Il faut que le feu rouge, tu dois arrêter ta voiture. Il faut s'arrêter au feu rouge. Il faut s'arrêter au feu rouge. Il faut pas désobéir le feu rouge. On dirait un tuto pour les enfants. Il faut s'arrêter au feu rouge. Par contre, il faut obéir à personne. Je pense, tu vois. Faut juste faut t'obéir à toi-même et faire ton chemin et faire ce que toi tu as envie de faire et non, c'était la phrase de cette prof, c'est la phrase où elle a eu le plus tort dans sa vie, c'est de m'avoir dit cette phrase et donc et peut-être qu'elle a déclenché un truc. En tout cas, on est content de t'avoir reçu. Merci, vraiment merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Désolé, j'ai l'impression j'ai la gorge sèche tellement j'ai parlé, je t'ai pas posé assez de questions. Non, mais attends, on est là pour moi d'abord pour te rencontrer. Mais ouais. Enfin, je veux dire moi. Et là, je te connais un peu mieux. Mais c'est vrai. Donc maintenant, quand on va se croiser. Et c'est vrai que moi, maintenant, je te connais aussi. Et puis, j'attends mon titre. Et t'attends ton titre. Et moi, je t'attends sur scène à Tomorrowland. Du coup, tu t'engages pas dans un truc, tu t'engages dans un vrai truc. Hein, là, je m'engage dans un vrai truc. Non, mais en plus, jamais fait Tomorrowland, c'est quand même l'occasion de. C'est quand même l'occasion. Si je peux être derrière les DJ, je suis derrière la rockstar, quoi. Et moi, j'aimerais bien un jour ou l'autre, 5 minutes sur scène. Talk show. Vas-y. Mais tu dois m'écrire un truc. Allez, on écrit un truc ensemble. Je peux pas écrire moi un truc. Vas-y, on le fait. Allez, vas-y, dis-le. C'est bon, ça. Voilà, c'était Ni chaud ni froid avec Henri PFR. Rendez-vous au prochain épisode sur toutes les plateformes. N'hésitez pas, abonnez-vous, faites découvrir ce podcast à tout le monde. C'est un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir d'être ici.